faut être là où le partage se fait. Il faut être là aussi où on le découpe. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Quand je serai rentré en Côte d'Ivoire, tous les débats sont possibles. La Côte d'Ivoire peut à un moment donné vouloir rassembler tous ses fils. Peut-être d'un gouvernement d'union nationale, d'un gouvernement de réconciliation. Tout dépend. Mais quand un président est élu sur la base d'un projet de société, il gouverne avec ses hommes. Mais c'est pas peut-être quelque part... Je dis, quand un président est élu sur la base d'un projet de société, il gouverne avec ses hommes. Il ne gouverne pas avec ses adversaires. Puisque vous ne partagez pas le même projet de société. Ça ne veut pas dire haïr le président ou avoir un problème avec l'opposant. C'est cela la politique. Mais peut-être ce n'est pas parce que vous n'acceptiez pas, je suis dans une certaine hypothèse, hein, vous n'acceptiez pas un deal quelconque. C'est ce qui retarde aujourd'hui votre retour en Côte d'Ivoire? Non. Cela ne m'a jamais été proposé. Ces débats n'ont jamais eu lieu. Ni avec l'entourage du président Ouattara, ni avec lui-même. Mais parce que ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Le président Ouattara a un gouvernement. Avec ses hommes, il gouverne. Et cela ne doit écorcher personne. Il a été élu sur cette base-là. Il gouverne avec ses hommes. L'opposition joue son rôle, qui est de critiquer, qui est de proposer. C'est ce qui est la vie politique. Et nous devons donner à la Côte d'Ivoire une classe politique de qualité. Nous devons donner à la Côte d'Ivoire un débat politique de qualité. Votre parti, le COJEP, a mis en place une commission, en tout cas pour votre retour, et cette commission est en train d'échanger avec le gouvernement ivoirien. Quels sont les derniers échos aujourd'hui qu'on pourrait avoir de ces échanges qui sont établis depuis quelques mois? Je vous dis toujours, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passe rien. Les démarches que le COJEP est en train de mener, le jour où elles vont aboutir, que j'aurai mon passeport, que la date de mon retour sera connue, tout le monde sera informé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun indice par rapport à votre retour? Je n'en parle pas. Nous venons de présenter officiellement le pagne du retour. On n'attend pas que la femme accouche avant de faire le trousseau. Donc on vient de faire le trousseau. Ça veut dire que la femme n'est pas loin. Donc, permettez-moi... Une idée. Non, 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 on n'est pas ici dans des probabilités. Nous sommes dans le réel. Et en politique, ce que tu exposes, t'exposes. Ce que tu exposes, t'exposes. C'est vrai que le chimpanzé fait beaucoup de bruit pour marquer sa présence dans la forêt, mais ce qu'il oublie, c'est qu'il attire le regard du chasseur sur lui. Moi, je suis là et je ne suis pas dans un jeu. Je voudrais féliciter ici tous mes amis et rassurer les Ivoiriens que je m'organise pour entrer en Côte d'Ivoire. Les modalités sont en train d'être discutées. Et quand le moment sera venu, le gouvernement ivoirien me dira le OK et je rentrerai chez moi. Pour le moment, j'attends mon passeport que je n'ai pas encore eu. Pour parler de modalités, justement, il y a un fait que peut-être j'allais oublier. Vous avez soumis une requête auprès de la CPI, justement, en vue d'être dédommagé. Où vous en êtes? Oui. Mon équipe de défense et moi, nous avons déposé cette requête-là. Il y a de cela maintenant 2 semaines. Et Dieu merci, la chambre d'appel, la présidence de la CPI a mis en place une chambre, a constitué une chambre pour statuer sur ce dossier. Je pense que le procureur aussi a été sommé de répondre rapidement. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. En termes de chiffres, vous attendez combien de ces dédommagements? Ce n'est pas une question de chiffres. Oui, c'est vrai que vous avez dit... C'est une question de principe. Ça, c'est clair. Ce que j'ai perdu, oui, on ne pourra pas le quantifier. C'est clair. Qu'aucune somme au monde ne pourra le remplacer. C'est clair. Mais que je n'ai pas pu, moi, élever mes enfants, éduquer mes enfants, qui ont grandi derrière moi. Cela ne peut pas être quantifié. Mais une idée. Quel papa n'aimerait pas être dans une maison entendre les bruits de ses enfants qui pleurent par-ci, par-là? Ça, forcément, en tout je cas, ne l'ai pas vécu. Tout cela, personne ne peut, on ne peut pas le quantifier. Le plus important, c'est que mon cas serve d'exemple et qu'on ne prenne plus quelqu'un en Afrique, le déporter ici et puis le laisser comme ça. Sur la base des présomptions, sur la base des supputations. C'est ce que je veux marquer. Et pour cela, je suis sur le bon chemin. Ok, on vous souhaite que ça aboutisse. On va s'intéresser rapidement à vos rapports avec les différents leaders politiques en Côte d'Ivoire. Bien avant un mot, c'est vrai que c'est au mois de juillet. Nous, on était là au mois de mars. Malheureusement, au mois de juillet,
il y a eu le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On vous disait très proche, on vous disait être en deal. Un mot après son décès. D'abord, je veux préciser que ce n'est pas monsieur père son âme, Ahmed Bakayoko, qui m'a mis en prison. C'est le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, père son âme, qui a joué son rôle de ministre de l'Intérieur. Faites l'analyse des rapports entre les différents ministres de l'Intérieur que la Côte d'Ivoire a connus et les populations. Ce n'a jamais été des bons rapports. C'est clair. Tout dépend du rôle du ministre de l'Intérieur. Je n'ai jamais été en deal avec le ministre Ahmed Bakayoko. J'ai été enfermé à la DST 24 heures sur 24 sans jamais que ma cellule soit ouverte. Ce n'était pas l'individu. Moi, je sais faire la différence entre l'individu et puis la fonction que cet individu occupe. Mais quand vous êtes sorti, que vous êtes venu à la CPI, on a vu que vos rapports, c'est ce que... À la CPI? C'est ce que la rumeur sous-tendait, que vos rapports avaient changé, que vous étiez en deal. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça aujourd'hui? Mais les mêmes qui ont dit que j'étais en deal, les mêmes ont aussi dit que j'ai frappé le président Laurent Gbagbo en prison. Les mêmes ont aussi dit que j'avais été payé pour empoisonner le président Laurent Gbagbo en prison. Et pourtant, tous les plats que j'ai concoctés quand j'étais en prison, on les mangeait ensemble. Jamais. Vous savez, il est sorti de la prison très en forme. Je ne peux pas, moi, fonder ma carrière politique sur la base des rumeurs. Un leader ne gère pas les rumeurs. Vous étiez en contact avant son décès? Non. Mais j'ai été attristé par son décès. Ça, ce sont mes qualités politiques à moi. J'ai été attristé de la manière brusque et brutale dont il est mort. Ce monsieur dégageait beaucoup de vie. Ahmed, c'était Ahmed. Ahmed, c'était Ahmed. Ahmed est sorti du ghetto pour arriver au sommet de l'État. Il avait des rapports avec les enfants de la rue. Il savait faire la différence entre sa fonction et ses rapports humains. Je n'ai pas voulu qu'il disparaisse comme ça. Ça m'a fait très mal. On n'a pas attendu qu'il était malade pendant longtemps. Et il y a moins de 2 semaines, Ahmed est décédé. Justement, cette mort intrigue quand même, non? Et moi, je tire beaucoup de leçons de cette mort. Cela veut dire que... Comme quoi? La vie nous réserve beaucoup de surprises. Aimons-nous vivants. Nous nous tapons la poitrine. Nous ne sommes rien. Nous sommes poussière. Toutes ces compétitions où on s'insulte sur le plateau, ça ne sert à rien. Donnons-nous de l'amour. Vous tirez certes des leçons, mais quel commentaire vous pouvez faire de toutes ces intrigues qui ont entouré sa mort quand même? Vous en avez entendu parler, forcément. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment ça. Quand on veut diriger un peuple, il faut le connaître. Les Ivoiriens aiment ça. Les Ivoiriens fabriquent toujours une légende autour de chaque leader. Pour vous, ces intrigues n'ont pas lieu d'être? Non. Il faut juste respecter la mémoire de l'ex-premier ministre. Il faut juste respecter sa mémoire. Il faut penser à ses enfants. Il faut penser à Yolande, son épouse, qui est restée là avec ses enfants sous la main. Est-ce que sait comment cette dame la vit aujourd'hui? Est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit elle se trouve? Elle est très jeune. Et parce que quand on parle souvent de la vie des gens, on évite, on ne sait même pas à leur place. Ces enfants qu'on met sur les réseaux sociaux, mais ils ont une force morale. Sinon, ils auraient craqué. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Justement, pour terminer sur l'ex-ministre, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous étiez leader des jeunes patriotes lorsqu'il était ministre des NTIC en son temps. Est-ce que vous aviez des rapports? Oui, en son temps, oui. Est-ce que vous pouvez partager quelques petits moments avec nous là que vous avez pu partager avec lui en son temps? Un jour, j'étais allé, parce que j'ai souffert en ce moment d'un mal de dos. J'étais allé me faire traiter quelque part. Mais je ne savais pas que, père son âme, Ahmed aussi s'y traitait là. Donc, je sors juste de la cabine où on me traitait. Et il y avait une table autour de laquelle, quand vous finissez, il y avait toujours un thé ou une boisson chaude qui vous était proposée.
le temps que vous remettiez. Et puis, de votre séance, oui. je sors de ma séance et puis, me voici face à Feu Ahmed. Il crie, le génie de Pau. Et puis j'écris Ambak. Il dit, ah, on est dans le même coin. Il dit, non, on se retrouve toujours. Et puis, il était devant sa tasse de thé, moi aussi. Et puis bon, on a essayé d'échanger. C'est ce jour-là qu'il m'a parlé de ses rapports avec le président Laurent Gbagbo. Comment le président Gbagbo était gentil avec lui. Comment le président Laurent Gbagbo le recevait souvent à sa table. Mais vraiment, voilà, c'est ce jour-là qu'il m'a parlé de cela. Et c'est ce jour-là qui m'a aussi invité à ce que j'accepte d'être accompagné en son temps chez l'opposant Alassane Ouattara. Je lui ai dit que ça pourrait être plus compliqué que cela si je n'avais pas l'accord de mon patron aussi. Mais je lui ai dit merci pour son invitation. Pas parce que j'ai quelque chose contre son patron, mais on était presque en campagne. Ça pourrait prêter à interprétation. Et voilà. Et puis bon, après ça, on s'appelait. Et puis, lorsque la Côte d'Ivoire était en pleine crise, il fallait tout faire pour baisser la tension. Mais ce qui se passait était plutôt peut-être au-delà des forces d'Ahmed et moi. On n'a pas pu. Lorsque nous avons eu notre débat qui était très chaud sur les plateaux de télé, mais après, on s'appelait, et puis après, on demandait aux caméras, aux différentes caméras de nous filmer pour lancer des appels à l'apaisement. On l'a fait avec Africa 24, on l'a fait avec France 24. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et puis la crise a éclaté. Parce qu'il y a le jeu politique, il y a les débats, il y a les contradictions, et puis il y a les rapports humains. Je souhaite que cela puisse animer les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Que nos rapports que nous entretenons, que nous puissions faire en sorte que les gens ne se tuent pas en notre nom. Lorsqu'on échange avec vous, il y a tellement d'ouverture, il y a tellement de fronts que vous ouvrez que si on veut aller de relance en relance, c'est clair qu'on ne va pas en finir. Mais je me permets de rebondir rapidement. Cette ouverture que l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko avait pour les autres camps politiques, est-ce que quelque part, comme on le dit, est-ce que cela ne lui a pas coûté quelques inimitiés dans son camp politique à lui? Je ne peux pas commenter cela. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime se mêler de tout. Ça, le RHDP se gère selon ce mécanisme. C'est comme quelqu'un m'appelle la dernière fois pour me dire, oui, voilà, Adama Bitogo a été démis de ses fonctions de directeur exécutif du RHDP, justement. Je lui dis, je lui dis, mais en quoi ça te concerne, toi? Mais vous, en tant que leader politique, ça vous interpelle, ça, non? Non, en rien. Le RHDP a ses mécanismes internes de fonctionnement. Le président Ouattara, qui est le président du RHDP, a ses priorités. Pour moi, un leader politique est comme un entraîneur. Il a à sa disposition des ressources humaines qui sont les joueurs, ici les acteurs politiques. Selon les objectifs du moment, il affecte tel ou tel à telle responsabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher au sein du RHDP? Mais je n'en sais rien, puisque je ne suis pas militant du RHDP. Mais vous êtes leader politique, vous êtes président d'un parti. Oui, je gère mon parti à moi. Vous, en tant que président de parti, pour arriver, par exemple, à démettre l'un de vos pions essentiels comme ça, quelles seraient les raisons qui auraient pu les motiver, selon vous? Mais peut-être qu'il ne répond plus aux objectifs du moment et que j'estime qu'il est peut-être usé et que quelqu'un d'autre peut jouer ce rôle. Tout à fait. Cela ne veut pas dire forcément que je lui en veux. Souvent, nos responsables, nos collaborateurs ne comprennent pas cela. Dégommer un responsable ne veut pas dire forcément qu'on a... Mais il peut arriver aussi qu'on peut avoir des contradictions profondes. Moi, par exemple, quelqu'un qui travaille avec moi ne peut pas manger à tous les râteliers. Il ne peut pas travailler avec moi. Parce qu'il n'a pas de principe. Vous aimez les personnes fidèles et intègres. Moi, j'aime les gens intègres, des gens fidèles. Vous parlez de Quelles que soient leurs difficultés financières, leur quotidien, qui sont rudes, je pense qu'il faut au minimum conserver sa dignité. C'est important. Voilà le premier critère de recrutement, moi, que j'ai au sein du COJOP, surtout dans ma situation actuelle. Quelqu'un qui veut aller manger à tous les râteliers, il faut juste l'accompagner pour aller. Pour aborder la question de la nouvelle génération de leaders politiques, je vais prendre quelques noms tout à l'heure, vous allez vous prononcer là-dessus. Je vais aborder le sujet de la limite d'âge que vient introduire le président de la République, Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai toujours dit que la Constitution doit être impersonnelle. On ne change pas la Constitution comme on se rase tous les matins. C'est la loi fondamentale du pays. Même pour toucher une virgule au sein d'une Constitution, pour changer une clause d'une Constitution, donc pour légiférer, c'est qu'il y a une raison majeure. Il faut que cela soit positif. Il faut que cela améliore. Jusqu'aujourd'hui, il y a des projets de loi en souffrance au sein des différents Je comprends tout ça, mais qu'est-ce que vous pensez au sein des différentes chambres aux États-Unis. En ce qui me concerne, la limite d'âge faisait partie de la Constitution de 2000 qui était en vigueur jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Il n'y avait pas de limite d'âge en son temps. Si, de 2000 jusqu'à ce que le président Ouattara arrive au pouvoir, il y avait une limite d'âge. Et c'est en 2016 qu'elle a sauté. Qu'elle a sauté. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on veut la ramener. Aujourd'hui, en 2021, on veut revenir à cette même clause de limite d'âge qui avait pourtant sauté. Au moment où le président Bédié, le président Ouattara étaient en alliance. Pourquoi elle avait sauté et pourquoi on veut la faire revenir aujourd'hui? On nous doit au moins des explications. Mais ça, non, attendez. On nous doit au moins des explications. Parce que nos dirigeants l'oublient souvent. Ils sont nos employés. Nous les avons mis en mission. Ils se comportent comme si ils ne nous doivent pas de comptes. Ils nous doivent des comptes. Ils doivent s'expliquer. Mais on imagine aisément que c'est pour éliminer et le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié et le président actuel Alassane Ouattara lui-même. On imagine aisément. Mais la loi ne peut pas être dirigée contre une personne. Et je pense que... Mais là, contre les trois, pas contre une personne. Même contre les trois, ce sont toujours des individus. C'est un ensemble d'individus. On ne légifère pas contre quelqu'un. On légifère pour la nation et pour la postérité. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas sauter de joie parce qu'on veut éliminer de la course des personnalités politiques. Mais est-ce que cela ne répond pas justement à l'affirmation du président Laurent Gbagbo qui disait diriger un pays au-delà de 75 ans, justement, on n'est plus en âge, on n'a plus les facultés morales, physiques et autres pour diriger un pays à 75 ans. Est-ce que ça répond pas à moi cette je voudrais question? que ceux qui, en 2016, ont fait changer ou ont changé, ont fait sauter cette clause-là, s'expliquent devant la nation. Est-ce qu'ils peuvent au moins nous donner les raisons pour lesquelles cette clause qui avait été introduite en 2000 et que le président Laurent Gbagbo avait soutenue, pourquoi pendant qu'il était en prison, pourquoi on a fait sauter cette clause-là? Et pourquoi on veut la faire revenir aujourd'hui? Bien que je suis favorable à la limitation d'âge. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, je suis favorable à la limitation d'âge. Mais je suis opposé au tripatouage de notre loi fondamentale selon les petits intérêts du moment. Chaque parti qui vient au pouvoir ne va pas venir avec sa loi. Et pourtant, ce serait une alternative pour cette génération nouvelle, justement, qu'on veut voir émerger. On veut une alternative, mais une alternative crédible. On veut une alternative autour des valeurs. On veut une alternative autour des principes. C'est cela que moi, je demande. Pour parler d'alternative, il y a un qui ne se le cache plus. En tout cas, ses ambitions sont claires et nettes. Il affirme, lors de toutes ses interviews, c'est Jean-Louis Billon. Qu'est-ce que vous pensez de ses ambitions à diriger demain la Côte d'Ivoire au même titre que vous? Jean-Louis Billon a affirmé ses ambitions. Au moment où je vous parle, il est le seul candidat déclaré des élections de 2025. Tout à fait. Il dit qu'il veut ménager sa monture parce qu'il veut aller loin. C'est sa stratégie d'approche. Et ça l'engage. Je n'ai pas à le juger. Voilà. Il est venu me rendre visite ici à La Haye. On se parle au téléphone. Parce que c'est cela. Nous pouvons ne pas être de la même obédience politique et on peut se parler. Nous sommes de la même génération. C'est un monsieur que je respecte et qui me respecte aussi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a déclaré qu'il est candidat que je nierai devant ces caméras que lui et moi on se parle. Mais ça c'est lui et ça l'engage. Autant vous échangez avec Jean-Louis Billon, est-ce que c'est le cas avec Guillaume Soro? Non, depuis que Guillaume m'a visité ici, qu'il est parti, il ne m'a plus jamais parlé. Il y aurait eu un problème entre-temps? Je ne saurais le dire.
Mais c'est le cas, c'est ce que je constate. Est-ce que vous avez eu à l'appeler? Quand il est quitté ici? Oui. Oui, dès qu'il est rentré, oui. Parce qu'il était venu me visiter, il fallait que je me rende, il fallait que je me rassure qu'il était bien rentré. C'est ça. Voilà, donc on s'était appelé un temps, mais bon, depuis maintenant plus d'1 an et demi, on ne se parle pas. Moi, je ne sais pas mentir. Voilà, moi, je ne sais pas le politiquement correct. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui aurait rapporté au point où il fasse... Je ne saurais le dire. Vous savez où il est en ce moment? Non, je n'ai pas à le savoir, je ne le cherche pas, je ne suis pas directeur des renseignements généraux. Voilà. Je mène ma petite vie à la haie ici et ma priorité en ce moment, c'est comment rentrer en Côte d'Ivoire. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, il y a un de vos amis qui est au sein du gouvernement ivoirien, Kakabe, justement. Son avenir politique, selon vous? Ce n'est pas moi qui détermine l'avenir politique des citoyens. Et c'est l'erreur que les gens font souvent. Moi, j'attends de dire, lui là, il ne sera plus rien en Côte d'Ivoire. Celui-ci n'est rien en Côte d'Ivoire. Non. Ce ne sont pas des individus qui déterminent l'avenir politique des autres. Nos actions que nous menons, nos projets que nous portons, notre comportement vis-à-vis de nos concitoyens, notre leadership que nous menons, que nous avons, détermine l'attitude des Ivoiriens vis-à-vis de nous. Pour nous confier un jour ou pas leur destinée. Mais lui, ça Parce qu'avant tout, c'est pour eux que nous travaillons. Moi, je n'ai pas à dire quel sera l'avenir des Kakabe ou de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon rôle. Mais sa destinée politique, c'est clair qu'elle est scellée définitivement. Là. Il est ministre de la République de Côte d'Ivoire. Faisons très attention à ce que nous disons. Un homme politique, tant que vous n'avez pas assisté à sa levée de corps à Ivosep en Côte d'Ivoire, ne le déclarez pas mort. Ça, c'est pas faux. Quand Laurent Gbagbo venait ici à La Haye, et on disait que c'était terminé. J'étais le seul à avoir produit un document écrit quand j'étais au Ghana. Là où disait que ce pays, Laurent Gbagbo l'a fait. J'ai dit ce pays, Laurent Gbagbo. Et si c'était un autre recommencement? La suite est connue. Le président Alassane Ouattara, des gens ont dit en Côte d'Ivoire, y compris moi-même, qu'il ne serait jamais président. Depuis 2011 jusqu'en 2021, aujourd'hui, il est le chef de l'État jusqu'en 2015, jusqu'en 2025. Il sera le chef d'État. Ouais, jusqu'en 2025, ouais. Seulement ces deux exemples-là suffisent pour qu'on ait un peu de retenue quand on parle des hommes politiques et de leur avenir. Un peu de retenue. Chacun est devenu expert dans l'avenir des autres. La dernière thématique que nous allons aborder... Henri Konan-Bédié, oui. lorsqu'il a perdu le pouvoir, Oui. en 1999, on a dit qu'il ne serait jamais rien. Il est aujourd'hui à la tête du PDCI-RDA, même s'il n'est pas chef d'État. Mais il est un leader politique qui compte en Côte d'Ivoire. Faisons attention, ayons beaucoup de retenue quand nous parlons, parce que demain est là. La dernière thématique que nous allons aborder est celle inhérente à la jeunesse. Et justement, vous avez eu à recevoir la dernière fois la jeunesse du COJEP en Europe, avec laquelle vous avez échangé. Et à la faveur de cet échange, vous avez fait des révélations qui, que j'ai gardées en mémoire, qui sont celles de votre sortie en Côte d'Ivoire. Et l'image était assez violente quand même. Avec votre enfant d'1 an et demi, dans une pirogue. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce pan de votre sortie de la Côte d'Ivoire? Notre jeunesse doit connaître notre histoire. Parce que beaucoup s'est dit, beaucoup se racontent. Ceux qui savent se taisent, ceux qui ne savent pas parlent beaucoup. La jeunesse, il faut la former. Parce que moi, en tant que président du COJEP, je n'ai pas besoin de supporters. J'ai besoin autour de moi et dans la machine COJEP des jeunes formés, des militants formés qui peuvent participer au débat. Et ce jour-là, on parlait des visions. Ce jour-là, on parlait d'idéologie. Ce jour-là, on parlait de parcours. J'ai donc levé un coin de voile sur ma sortie d'Abidjan, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous le savez très bien. Puisqu'on vous a dit on a dit que vous avez laissé votre mentor dans le bunker, que vous avez fui. Voilà. Au moment où j'ai quitté Abidjan, les armes crépitaient. Je ne suis pas militaire. Je n'ai pas honte de dire que j'ai fui les armes. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé rester au bunker? Pourquoi vous n'êtes pas allé rester au bunker avec votre mentor? Je n'ai pas fui un débat politique. Parce que moi, je suis pour les débats politiques. Je suis pour les rassemblements, pour les meetings.
Je suis pour les contradictions, pour la confrontation des idées, et non la confrontation des muscles et des armes. Ce sont les militaires qui font la guerre. Ce ne sont pas les jeunes civils qui font la guerre. Il ne faut jamais être là où l'ennemi te croit. On parlera un jour de tout cela. L'histoire ne se révèle pas au moment où elle se déroule. Sinon, ça ne s'appellera plus une histoire. Ça s'appellera le présent et l'actualité. N'est-ce pas? C'est tout de cela qu'on parle. Oui. Quand je sortais de la Côte d'Ivoire, j'avais mon enfant entre mes mains. Il est aujourd'hui au collège. Nous avons emprunté une pirogue sous la pluie pour pouvoir traverser pour aller de l'autre côté là-bas. Sous la pluie parce que j'étais tellement médiatisé que si je passais la nuit dans ce village, le lendemain, un jeune homme, un villageois, m'aurait reconnu. C'est ce qui a provoqué l'arrestation de Patrice Lumumba. Un homme à vélo l'avait reconnu. Et je savais tout cela. J'ai beaucoup lu. Je suis allé à Soweto en 2006. Sur les traces de Nelson Mandela. J'ai été dans la chambre de Mandela, où il était avant qu'il ne soit arrêté. J'ai été discuter avec les compagnons de Mandela. Je voulais comprendre l'histoire de ce grand homme. J'ai été invité par la jeunesse de l'ANC à Mpumalanga, en Afrique du Sud. Je voulais comprendre cette histoire qui avait marqué l'Afrique. J'ai lu beaucoup d'œuvres consacrées à la vie de Mandela, à sa vie de clandestinité. 1. Ne jamais être là où l'adversaire te croit. 2. Ne jamais mener un combat au moment où l'adversaire le désire. 3. Savoir reculer quand on ne peut plus. 4. Ne pas confondre le courage et le suicide, le suicide. 5. Le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est votre attitude face à la peur qu'il faut devenir courageux. L'adversaire, face à lui, souvent on peut se déguiser, on peut faire le mort, on peut faire le faible. Tout cela sont des valeurs que j'ai apprises quand j'ai lu et quand je suis allé dans tous ces endroits dont je vous parle. Ce jour-là, j'ai dit à mon épouse, réveille-toi, on va aller sous la pluie. Ce jour-là, j'ai demandé à ce qu'on m'arrête un grumier au lieu d'un bolide. Hein, et voilà, je veux dire, à l'image du ministre que j'étais. C'est ce qui a fait que je suis resté en vie. C'est la manière de voler de l'épervier qui apprend le pousser à se cacher. Alors, souvent, des gens disent, Blé Goudé a fui. Et nous, là, on a emprunté une pirogue et puis on a fui. Nous tous, on a emprunté la même pirogue là. Peut-être à des heures différentes. Et puis des jours différents. Et je n'en veux pas à ceux-là aussi. Nous sommes tous allés sauver notre vie au Ghana. Parce qu'il y avait des armes. Il n'y avait pas de discours. Il n'y avait pas de débat politique. Moi, je ne sais pas comment on tient un pistolet. Et je n'ai jamais appelé les jeunes patriotes dans la rue pour prendre des armes. Je dis ceux qui veulent sauver leur pays, qu'ils aillent dans l'armée. C'est soit en tant que policier, soit en tant que gendarme, soit en tant que militaire qu'on peut avoir droit à une arme. Mais je ne peux pas encourager les jeunes à prendre des armes pour constituer des milices. Je n'ai jamais voulu ça. Si c'est cela être peureux, alors j'assume ma peur. Je me bats avec les jeunes pour que demain, on puisse construire une société de chance, une société d'opportunité. Voilà mon combat. Je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai levé un peu ce coin de voile-là sur ma sortie d'Abidjan. C'était tout et je me suis arrêté là. Le reste, quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, on aura beaucoup à se dire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent précipiter un débat qui va avoir lieu. En tout cas, il y a tellement à dire que vous êtes en train de préparer un ouvrage, justement. Oui,
j'ai commencé en prison à écrire cette œuvre-là. Pas pour répondre à ceux qui font toujours mon bûcher, mais parce que je dois la vérité aux Ivoiriens. De l'enfer, je reviendrai de l'enfer, vous êtes revenu. Et là, ce sera quoi la suite? Abidjan, Accra, La Haye, ma part de vérité. Ce sera le titre de l'ouvrage. Abidjan, Accra, La Haye, ma part de vérité. Beaucoup a été dit sur moi. Beaucoup a été raconté sur moi. Les Ivoiriens ont droit à la vérité. Je dirai ma part de vérité. Quand mes 2 pieds vont fouler le sol de mes ancêtres. En tout cas, nous en avons eu un pan aujourd'hui quand même. Ça va servir aussi à quelque part d'introduction à tout ce que vous allez développer dans cet ouvrage. Lorsque vous parliez d'astuces tout à l'heure, par rapport à vos différents voyages, par rapport à vos expériences, ça nous a ramené dans vos années estudiantines où la légende racontait justement que vous disparaissiez. Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'apprends tellement de choses à mon sujet. Parce qu'on n'arrivait pas à vous arrêter. Donc on dit que vous aviez un don d'ubiquité ou que vous aviez le don de disparaître. Vous avez entendu parler? Vous en avez entendu parler? Oui, j'apprends tellement de choses à mon sujet que moi-même, je ne sais pas. Mais je pense que tout cela dépend de mes stratégies. D'abord, j'étais à une conférence de presse à Yopougon-Selmer. Ce jour-là, il y avait beaucoup de journalistes. C'était une conférence de presse. En tant que secrétaire général de la FESI, j'étais recherché et j'animais cette conférence de presse. Lorsque, du coup, la police a débarqué avec des cargos. Ils ont arrêté beaucoup de personnes. Et moi, je n'avais pas été arrêté. Le quartier avait été mis à sang et à sac. Ce jour-là, Serge Kassi avait été blessé à son bras. Nous en a parlé. Il était le parrain de la FESI, donc il était là pour nous soutenir. Je le salue au passage. Quand je suis allé tout récemment à Paris, j'ai été le voir là où il est. Je lui ai apporté tout mon soutien et je lui dis encore de tenir parce qu'il vit une situation très difficile. Et lorsque la police a débarqué, que tout le monde a été arrêté, quand tout s'est calmé, 1 heure après, je suis sorti du même maquis. Et quand j'ai commencé à traverser le quartier, tout le monde était surpris. Mais dans mon sac, j'avais prévu un boubou, un foulard et des boucles d'oreilles. Mais les gens ont quand même su que c'est moi qui passais. Et je suis passé entre les petites ruelles et puis je suis parti. Mais pourquoi je n'ai pas été arrêté? Je vous dis qu'à la FESI, j'ai été apprenti avant d'être chauffeur. Le secrétaire à l'organisation que j'étais, sous les différents secrétaires généraux, de Yopougon jusqu'au bureau national, c'était ma responsabilité de faire en sorte que les manifestations se passent bien. La sécurité des différents secrétaires généraux était à ma main. Donc, quand ce jour-là, la mise en place a lieu, je place ma chaise juste là où il y avait la porte, où il y avait les rangements. Dans tout maquis, vous avez toujours une pièce arrière où on range les casiers, les boissons. Moi, j'ai juste adossé ma chaise à cette porte-là. Donc, quand la police arrive, je ne fais que glisser mon coude. Et puis, j'entre dans cette pièce que je ne ferme pas. Parce que si je la ferme, la police serait tentée de savoir qui est dans cette pièce et qu'est-ce qui s'y passe. Mais le fait que ce soit ouvert, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un s'y cache. Et je me suis juste glissé là, derrière la porte. Et il restait la porte entrouverte. J'étais juste assis là. Et puis tout le monde est parti. Ça, c'est du zouzouoro, ça. Et je suis sorti de là. Et c'est à partir de là que Doumbia Major m'a surnommé le crabe au 18 trous. Premièrement. Deuxièmement, je suis toujours recherché. Et je vais me cacher à la cité de la Riviera 2.
où résidait Bendé Solange, ma femme, en soutenant ma copine. On était étudiants, elle était en droit. Elle logeait au 3e étage. Et comme j'étais recherché, la police et les militaires font une descente musclée dans la cité pour m'arrêter. Les étudiants criaient partout. Et c'est la jeune fille du concierge de la cité avec qui il y avait la petite de jouer, qui m'appelait affectueusement son mari, qui dit, mon mari, ils arrivent. J'ai juste regardé, les militaires étaient partout dans la cité. Les voisines de Solange avaient commencé à paniquer. Je leur ai dit, calmez-vous, calmez-vous, c'est moi qui cherche. Ils ne vous feront pas de mal. J'avais un petit sac vert, j'ai juste enlevé les documents les plus importants, je les ai confiés à Solange, et j'ai mis mon sac au dos. J'ai dit, écoute chérie, on se parle plus tard. Elle dit, mais comment ça Charles? Tu vas où? J'ai dit, on se parle plus tard. À bientôt. Quand j'arrive là où je vais, je t'appellerai. Donc, je descends au 1er étage et je vais au balcon. Je regarde, les policiers sont là. Et je me rappelle la tactique du margouillat que j'avais employée ce jour-là. Dans la clandestinité, on apprend beaucoup de stratégies. Marcel Aïpo sait de quoi je parle. Guy Eugène sait de quoi je parle. Blé Guiraou sait de quoi je parle. Guillaume Soro sait de quoi je parle. Le margouillat, quand vous êtes là, qui tombe là tout de suite, votre premier réflexe n'est pas de l'attraper. Vous allez d'abord Être effrayé. être effrayé. C'est après que vous cherchez ce qui. C'est cette stratégie que j'ai appliquée aux policiers et aux militaires. Donc du 1er étage, je saute. Je tombe sur le toit d'une cuisine qui était là. Ensuite, je tombe parmi les policiers. Et ils sont d'abord effrayés. Et ils me soulèvent eux-mêmes. Ils disent, non, ce n'est pas vous qu'on cherche, on cherche Blé Goudé. Je dis, mais il est là-haut. Et il y a un qui dit, arrêtez un taxi. Il s'est blessé. Taxi, amène-le à l'hôpital. Et je rentre dans le taxi. Je suis parti. Non. RFI dit, le secrétaire général de la FESI, comme à son habitude, a encore disparu dans la nature. C'est de ces 2 événements-là que la légende de ce que Charles Blé Goudé disparaît. J'utilise juste mon intelligence. J'en parle aujourd'hui parce que je ne suis plus à ce stade-là. C'est tout. Sinon, je ne connais pas de gris-gris. J'ai un seul gris-gris, c'est Dieu qui m'a sauvé jusqu'ici. Et à tous les carrefours de ma vie, notre Dieu est toujours intervenu pour me protéger, pour me sauver. C'est pourquoi quand je suis sorti des prisons, j'avais promis, depuis ma cellule de la CPI, témoigner de ce que Dieu a fait pour moi et marcher selon ses œuvres et ses préceptes. Parce que souvent quand on est en difficulté, on se rappelle le Seigneur. Et quand on sort des difficultés, on l'oublie. Je n'ai pas voulu inscrire mon nom sur cette liste-là. C'est pourquoi je me suis fait baptiser. Et désormais, je suis un chrétien catholique. Mais je suis ouvert aux autres. J'ai autour de moi des musulmans, des baptistes, des évangélistes, et tout le monde, même des boussonistes. J'ai des amis que j'ai invités à votre baptême? À mon baptême. Ils ont été courageux, on dit Charles, on t'aime beaucoup, un chef. Mais nous, on est Africains, on croit à nos trucs, on ne vient pas. J'ai dit ok, merci beaucoup. Pour autant, je ne leur en veux pas. Monsieur Vergès, je suis Charles Blé Goudé. J'ai mûri, mais je n'ai pas changé. En tout cas, votre vie est un témoignage et on est tellement heureux de s'abreuver à tous ces témoignages, à tous ces faits exclusifs. Mais on ne peut pas terminer cette interview sans parler de Zouglou. On reste avant tout journaliste people, on reste avant tout amateur de Zouglou. Oh, c'est qui là? Et lorsqu'on vient toujours vous voir ici, on a envie vraiment d'échanger sur des sujets people, zougloutiques. La preuve, chaque fois c'est devenu un lieu de pèlerinage pour beaucoup d'artistes Zouglou. Ils sont venus ici plusieurs. Ça répond à quoi? Le Zouglou, c'est d'abord une famille. Et notre association qui avait été créée en son temps s'appelait la phase. Oui, la famille zougloutique, ouais. La phase. F-A-Z. Famille zougloutique. Et il y a une valeur au Zouglou. C'est la solidarité. On ne joue pas avec. De là où j'étais, les artistes ne pouvaient pas venir comme ça, parce que j'étais encore en prison. Depuis que j'ai été libéré,
Chacun vient me témoigner sa solidarité et son soutien. Ce ne sont pas des acteurs politiques, mais nous sommes de la phase de la famille Zouglou. Chacun vient, pas pour faire allégeance politique, chacun vient pour respecter notre valeur qui nous lie. Nous avons galéré ensemble. Nous avons grabatté ensemble. C'est nous qui avons inventé la BA, l'expression la BA. BA, ça veut dire bataille alimentaire. Parce que pour manger, on souffre. C'est nous. Quand il y en a pour un, il y en a pour plusieurs. J'ai un ami qu'on appelle Laïdo. L'impérial. Laïdo l'impérial. Lui en cité, il n'a jamais rien. Mais quand on finit de cotiser nos gobelets de riz, on finit de faire le riz, on va acheter la sauce. Après qu'on ait cotisé 50 francs, 100 francs, on va payer la sauce chez Mobrou. On ne casse jamais chez Mobrou, malgré notre colère. Et quand on met là le repas, Laïdo va toujours apparaître. Il se gratte le ventre. Il dit, ah, je savais que j'allais bien manger, mais je ne savais pas à quelle heure. Mais on mange toujours. C'est ça, c'est le Zouglou. Le partage. Le Zouglou parle à l'âme. Le Zouglou parle à l'âme. Le Zouglou ne parle pas au corps. Et dans l'âme, il y a beaucoup de valeurs. Le partage. Je voudrais ici les remercier. Je ne vais pas les citer pour ne pas oublier d'autres. Vous les avez vus défiler ici. Oui. Jusqu'à ce que le Z1, lui-même, Billet Didier. on l'appelle le Z1. Billet Didier, Petit Denis, les garagistes, Abou Gali, bon, qui est votre conseiller Pat Sako culturel. est venu. Pat Sako, Yodé Siro, il y en a tellement. Mais tous ceux-là, Amaral d'Afrique. tous ceux, Amara d'Afrique, tous ceux-là étaient représentés depuis toute ma souffrance en prison par Abou Gali. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Abou Gali était collé à moi jusqu'à aujourd'hui. Malgré ce qu'il supporte, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, il est resté là. C'est le Zouglou qui s'exprime comme ça. Et moi, je suis fier d'être Zouglou. Les gens me disent souvent, non, tu es ministre, mais pourquoi? Au Zouglou, il n'y a pas de ministre. Au Zouglou, il n'y a pas de commissaire. Au Zouglou, il n'y a pas de juge. Au Zouglou, Ouais, on voit le colonel Loubet qui continue toujours d'esquisser des pas de. mais s'il ne danse pas, il prend une sanction. Ah oui, on les sanctionne tout de suite. Ouais. Et quand je parle du Zouglou, je me laisse toujours aller. Le Waka, en fait. Le commissaire Waka. Et on a notre langage. Tu peux être assis là au Zouglou, on peut parler de toi sans que tu saches que nous on parle de toi. Vous ne partagez pas souvent les mêmes idéologies politiques tout de même, hein, je suppose. Non, non, pas du tout. Mais vous êtes pas du tout. Mais le Zouglou vous unit. Oui, quand on est assis là. Non, mais on peut se moquer de tel ou de tel, de par sa position politique. Moi, je me rappelle que Waka devait venir me rendre visite avec quelqu'un. Il ne signe pas son nom. C'est un autre Zouglou. Donc Waka est venu le premier. Il me dit, ah oui, le gars qui fait en venance qu'on a là, il ne fait pas en nous, hein. J'ai dit, ah, mais ça veut dire quoi? Comment il ne fait pas en nous? Il dit, non, ah oui, il se brise. Il est de l'autre côté. Il a dit, ok. Donc, contrôle ton langage. Mais ça, le gars arrive, on rit. Quand il vient, il dit, mais toi là, tu te brises, hein? Vends les vrais films, hein, c'est toi. Il ne paye jamais les films en blanc-noir. Le film en blanc-noir, c'est ce qui est faux. En Zouglou, on appelle le film en blanc-noir. Quand on dit vends les films en couleur, ça dit dis la vérité. Tu vois? C'est ça. C'est comme ça que on pourrait avoir une causerie autour du Zouglou. C'est comme ça des heures et des heures parce que vous en êtes un promoteur. On ne condamne jamais quelqu'un parce qu'il est PDCI ou parce qu'il est RDR ou parce qu'il est FPI ou COGEP. On ne fait pas comme ça aux Zouglous. Quand on se retrouve là, on oublie toutes les appartenances. C'est cette nouvelle offre-là que moi je veux porter. C'est ce que moi je veux porter. En tout cas, pour terminer rapidement sur le Zouglou, quels sont les artistes du moment qui sont en vogue que vous écoutez depuis que vous êtes libre enfin, pas de tout mouvement, mais depuis que vous êtes libre? Non, ne me demandez pas de choisir entre mes ceux que vous écoutez en ce moment et dont on dit qu'ils sont en vogue. Tous ceux qui sont en vogue, je les écoute. Comme qui? J'écoute les VDA. Ouais. J'écoute Amaral aussi, qui est venu ici. Tu vois? Et il y a les pros du Zouglou. Très comique. J'aime bien ça parce qu'eux, ils sont partis de Kobakoro. C'est ça. Kobakoro, c'est vers Agnaman, là. Voilà. Au Zouglou, on part toujours de rien. On part toujours de rien. Regardez ceux qui portent la voix des Zouglous au plan international.
tu les aimes pas. C'est le Magic System. Ils sont partis de rien. C'est ça le Zouglou. Et on est toujours là, ensemble. Et pourtant... Vous avez écouté justement Magic System, vous avez écouté leur dernière œuvre musicale? Moi, j'attends qu'Assalfo m'apporte d'abord mon CD. Ok, bah, je pense qu'il va... C'est de ça qu'il s'agit. Il aura le message. Et donc, à j'écoute tout partir de cette cela. interview. Petit Denis est venu, on discutait. J'ai dit, mais jeune, il dit, mais écoute, la jeune génération te bouscule. Hein? Il dit, non, vieux père, ils vont apprécier quand le vieux père va sortir. C'est cette concurrence loyale. Et puis, au Zouglou, remarquez très bien, il n'y a pas de clash au Zouglou. Chacun s'exprime de par ses compositions. Est-ce que vous avez une fois vu? Non, c'est pas comme le coupé décalé quand même. Il même. n'y a pas de clash au Zouglou. Voilà, on peut se passer des morceaux. Quand, par exemple, Yodé Siro doivent sortir, une commission doit se réunir pour ne pas que un autre artiste Zouglou sorte au même moment que les autres études sortent. Parce que c'est une famille. Et on accompagne l'autre. Au Zouglou, il y a ce qu'on appelle la commission d'écoute. Vous savez ça? Oui. On écoute un peu en cercle fermé pour que chacun donne Parce qu'on n'aime pas que quelqu'un parte nous humilier. C'est ça. Avec des textes qui n'ont pas de sens. Voilà. C'est ça le Zouglou. Justement, lorsque Petit Denis dit le ministre Charles Blé Goudé, c'est mon père, vous réagissez comment? Oui, je suis son père spirituel. Voilà, parce que je l'accompagne. Il y a l'artiste que vous voyez, et puis il y a l'artiste aussi, il y a l'être humain qui vit ses réalités, dont je ne peux pas parler ici. Moi, je suis... Voilà, c'est comme ça, je me mets toujours à la place de l'autre. Et je l'encourage sur cette voie qu'il emprunte aujourd'hui. Il est en tournée en Europe. Et quand vous échangez avec Petit Denis, c'est quelqu'un qui a de la jugeote, qui réfléchit très bien, qui a des grandes analyses politiques aussi. Hein. Je vous le dis, autant que cela puisse vous surprendre. La dernière analyse politique qu'il a faite avec vous, c'est laquelle? Où il a avancé des idées que vous avez trouvées super sympas? Je les garde pour moi. Mais je me suis levé à table, c'était chez moi à la maison, parce que quand la dernière fois il est venu, il a fait 48 heures avec moi ici. Je me suis levé, je l'ai salué. Je lui ai dit, mais tu es très intelligent. Mais j'étais surpris de cette analyse. Vous parlez d'idéologie et d'analyse politique, justement. Vous êtes social-démocrate et on voit que ce courant idéologique est en train d'avoir une certaine poussée au niveau de la Scandinavie, parce qu'on voit qu'en Finlande, au Danemark et autres, ce sont les sociaux-démocrates qui sont au pouvoir. On pourrait voir le président Charles Blé Goudé peut-être être le fer de lance des sociaux-démocrates en Afrique dans 5 ans. C'est mon rêve. Je suis en contact avec beaucoup de camarades au niveau du Sénégal, au niveau du Burkina, au niveau du Mali, au niveau du Togo, au niveau du Bénin, au niveau du Cameroun. Mais ce dont on parle en Europe, par exemple, au niveau du Danemark, de la Finlande, d'autant plus qu'on a vu avec... En tout cas, je ne chôme pas en Afrique. Je ne chôme pas en Europe. Nous discutons, mais vous savez que tout ce qui est contact politique, ça fait partie de la diplomatie politique. La diplomatie va de pair avec la discrétion. On ne vient pas sur la place publique pour expliquer qui on fréquente, avec qui on parle. Ça, je le faisais quand j'étais jeune. J'ai pris de l'âge et les épreuves de la vie m'ont délivré des diplômes de maturité. Ce que vous devez retenir, c'est que la social-démocratie allie, voyez-vous, le socialisme et puis quelques réalités capitalistes. Oui, parce que le capital, nous ne le rejetons pas. Mais nous voulons inscrire autour et au centre l'homme. C'est ça. Donner un visage humain au capitalisme. Aujourd'hui, on ne peut plus seulement fonctionner en socialisme. Il faut allier libéralisme, allier capitalisme et socialisme. Faire en sorte que le capital existe, faire en sorte que les moyens de production existent, mais aussi humaniser tout cela pour ne pas seulement mettre en avant le profit. 2022, c'est les élections en France. Vous êtes proche d'un candidat? Non. J'essaie de rester dans mon coin. J'ai vu des gens se lever en Côte d'Ivoire, venir battre campagne en France et après réclamer leur souveraineté. Je trouve tout cela ridicule. Il faut être logique dans la vie. La France est un pays partenaire de la Côte d'Ivoire, un partenariat qui est vieux d'années. Ce n'est pas à moi de changer. Ce que nous demandons simplement, c'est que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, s'il y a un choix. Les Français devront choisir celui à qui ils veulent confier leur destinée. Vous avez un choix. Et une fois qu'un président est élu,
Nous avons le devoir, en tant que pays ami, pays frère, pays partenaire, d'entretenir des rapports. Si vous êtes proche de l'un des trois, de par leur courant idéologique, ce serait lequel? J'ai aimé le courage de Macron. À un moment où certains réclamaient le tutorat de François Hollande, qui était président, Macron est sorti du système sans une machine politique, sans jamais avoir été élu. Et puis, il a partagé avec les Français. Mais il avait des lobbies, hein? C'est maintenant qu'on le dit. Bah, et il a partagé avec les Français. Il a partagé avec les Français sa vision. Ceux qui étaient dans la salle, ceux qui étaient nombreux à ces meetings, n'étaient pas les lobbies. C'était les Français qui étaient là. Le reste, on a toujours besoin de soutien. Je ne le nie pas, je ne le sais pas. Mais je vous invite à lire la chronique des imprévus. On ne vendait pas la peau des Macron chers. On disait qu'il allait être une bulle d'air qui allait éclater et qui ne reposait sur rien. Donc vous le voyez rempli pour 2022 et gagner et il a surpris tout le monde. Il était face à des machines politiques traditionnelles. Il était face à la gauche, il était face à la droite française, avec des leaders, il y en a de moindres. Mais il a réussi à gagner là où personne n'espérait. Toute réalité politique est une denrée périssable. Oser, c'est important. Quand vous osez, vous pouvez perdre. Mais quand vous n'osez pas, vous êtes déjà perdu vous-même et vous perdez vous-même. Dans la vie, le courage est important. Aussi, souvent, quand on est un homme politique, il faut être courageux de ses opinions. Moi, je suis courageux de mes opinions. Les gens pensent me complexer. Pourquoi il dit qu'un jour il va diriger la Côte d'Ivoire? Moi, je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour et je n'en ai pas honte. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas mes aînés et je m'organise. Mais je n'irai pas au front avec des soldats qui doutent d'eux-mêmes. Quand vous voulez écrire une page de votre histoire, quand vous voulez remporter des batailles, n'allez jamais au front avec des soldats qui doutent d'eux-mêmes. On va clore sur ce mot. Ne jamais douter. En tout cas, vous n'avez jamais douté de vous. Cette foi toujours vivante, ce courage à toute épreuve, et vous en êtes là au jour d'aujourd'hui, à vouloir diriger la Côte d'Ivoire dans les années à venir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On aurait pu échanger avec vous des heures et des heures. Il y a tellement de valeurs à partager, il y a tellement de récits de vie aussi à communiquer et à faire prévaloir. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vous laisse votre caméra pour conclure et passer un message assez fort. En tout cas, nous, on a été très honorés, encore une fois de plus, de pouvoir échanger avec vous. Merci de nous avoir invités pour cette interview qui, forcément, fera date et restera dans les annales. Merci à vous pour cette chaîne que vous avez mise en place. Actu People, c'est une entreprise. Toute entreprise veut dire risque. Oser. Ceux qui ont conçu Facebook étaient des jeunes étudiants qui ont osé depuis leur chambre d'étudiants. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on utilise Facebook. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour changer la Chine. Ce sont les leaders chinois qui ont une vision, qu'ils ont partagée avec leur peuple. Et ils les ont guidés à cela. L'estime de soi est une valeur importante qui amène au changement. Ce qui est bon n'est pas toujours ailleurs. Ce qui est bon est en nous. C'est important. Il faut que les Africains apprennent à s'estimer eux-mêmes, à estimer ce que leur continent possède, à se donner les moyens pour transformer ce que leur continent possède et mettre cela au service de leur population africaine. Cela me semble très important. Arrêtons de penser que le bonheur est ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrent, un monde de compétition. Donnons-nous les moyens, d'abord à notre jeunesse, à travers l'éducation, pour qu'on forme des ingénieurs. Donnons-nous des infrastructures crédibles, de pointe, des universités de pointe, des grandes écoles de pointe, des centres de recherche de pointe, pour former nos hommes qui vont chercher, pour ne pas toujours tendre la main. Parce que celui qui t'entretient, il te tient. Notre système de santé a besoin de chercheurs, de médecins de pointe. Pourquoi?
Pourquoi depuis des années, ça fait 61 ans que nous sommes indépendants, pourquoi les autres ne viennent pas se soigner chez nous? Alors qu'on dit que la Côte d'Ivoire a les moyens. C'est quoi le problème? Je parle. Pourquoi depuis que je suis petit, que mes parents travaillaient avec la daba, avec la machette, jusqu'aujourd'hui en 2021, ils travaillent toujours avec la machette, avec la daba? Là où les Chinois avec qui on était, là au même niveau de sous-développement, ont aujourd'hui des machines, ont motorisé leur agriculture. Qu'est-ce qui arrive à l'Afrique? Le problème, il nous faut des dirigeants qui rêvent. Moi, je rêve. Je vous donne rendez-vous dans les années à venir. Ayez foi en vous. Ne permettez à personne de vous complexer. C'est vrai, vous êtes bon, apprenez à être meilleur. Si vous êtes meilleur, apprenez à être excellent. À bientôt. Préparez-vous. Un jour, je viendrai en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quand. Dieu a la date. Et les autorités ivoiriennes ont la date. Quand je viendrai, je parlerai à la veuve. Je parlerai à l'orphelin. Je parlerai à ceux qui ne m'ont pas compris hier. Mais je parlerai aussi à ceux qui m'ont soutenu hier. Et j'irai échanger à ceux qui ne comprennent pas mes positions. Parce que c'est au cours de l'échange, dans les contradictions, que la vérité, qui est mère des contradictions, peut jaillir. La Côte d'Ivoire a besoin d'un débat de qualité. La Côte d'Ivoire a besoin d'une classe politique de qualité. Arrêtons les querelles inutiles et travaillons pour notre pays dans le respect de nos différences. C'est cela que nous voulons bâtir comme société de rêve. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Partant du COJEP, le parti qu'il dirige, à ses rapports avec le président Laurent Gbagbo, ses rapports avec les différents leaders politiques en Côte d'Ivoire, cet amour qu'il affirme et qu'il a pour l'ex-première dame Simone Gbagbo, partant de bien des sujets, pour conclure sur des sujets ludiques tels que le Zouglou, le président Charles Blé Goudé s'est prêté à chacune de nos questions. Et je pense que quelque part, de tout ce qu'il a pu dire, chacun pourra en tirer des leçons. Chacun pourra aussi se nourrir des différentes valeurs qu'il a pu faire partager le cours de cette interview. Merci de nous avoir suivis. Nous avons eu en tout et pour tout plus de 3 heures d'échange. On vous dit merci d'être encore plus nombreux à nous suivre. Et merci de toujours donner cette force, comme l'a fait le président du COJEP, en nous recevant ici, en ce lundi 27 septembre 2021 à La Haye. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci infiniment, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci.